Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas d'accord avec une définition qui est donnée par le Larousse. Et cette définition, c'est celle de l'autorité. Puisque le Larousse explique que l'autorité, c'est le pouvoir de commander ou de décider. Alors jusque-là, ça va à peu près, la première partie de la définition me convient, mais ça se gâte dans la deuxième partie de la définition. Puisque le Larousse complète en disant que l'autorité, c'est le pouvoir d'imposer ses volontés à autrui. Et là, je suis beaucoup moins convaincue. Imposer ses volontés à autrui, ça n'est pas agir au profit de l'autre, mais c'est agir à son détriment. Et donc, ça n'est plus de l'autorité, mais c'est de la soumission. J'ai donc cherché une autre définition de l'autorité et je me suis tournée vers des textes un petit peu plus philosophiques, comme ceux de Rousseau ou d'Hannah Arendt. Et dans ces textes-là, on trouve une définition de l'autorité qui est un peu différente. L'autorité est conçue comme une proposition d'influence formulée par un individu et à laquelle un autre individu consent sans contrainte. Et on voit le glissement sémantique entre les deux définitions. Dans la première, celle du Larousse, on parle de pouvoir, alors que dans la deuxième, on parle de proposition d'influence. De même, dans la première définition du Larousse, on parle d'imposer, alors que dans la deuxième définition philosophique, on parle de consentir. On n'est plus du tout sur le même registre. Et on voit à travers l'évolution de ces définitions que c'est tout le rapport à l'autorité qui change. Dans la première définition, on est dans un rapport unilatéral qui est descendant. Il y en a un qui impose et l'autre, il n'a rien à faire, il n'a rien à dire. Alors que dans la deuxième définition, on va être dans un rapport bilatéral. Il y en a un qui propose et l'autre qui accepte, qui consent. Donc on a vraiment un aller-retour, on a une relation. Dit autrement, pour avoir de l'autorité, il faut être deux. Et c'est pas du tout intuitif. On se dit que pour avoir de l'autorité, il faut être tout seul. Et en fait, non. L'autorité, elle ne va pas se décréter unilatéralement, elle va se construire bilatéralement. Il faut donc être deux pour avoir de l'autorité. Tout ça rend les choses encore plus compliquées. Déjà que ça n'était pas facile de venir imposer unilatéralement son autorité, mais alors si en plus il faut venir la construire bilatéralement à deux, là ça devient vraiment compliqué et vraiment difficile. Mais c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais revenir un peu sur la notion d'autorité pour expliquer comment est-ce qu'elle se construit et je vais vous donner des exemples, des actions très concrètes que vous pouvez venir mettre en œuvre à la maison pour venir construire le cadre d'autorité avec vos enfants. La première chose à se demander, si on veut avoir de l'autorité, c'est pourquoi est-ce que l'autre accepterait mon autorité? Pourquoi est-ce que mon enfant accepterait mon autorité parentale? Qu'est-ce que ça va lui apporter finalement? Pourquoi est-ce qu'il va préférer une maison dans laquelle il y a des parents qui ont une autorité plutôt qu'une maison dans laquelle il y a des parents qui sont complètement laxistes et permissifs? Or, la première raison pour laquelle les hommes acceptent l'autorité, c'est pour pouvoir se sentir en sécurité. Si j'accepte l'autorité de mon pays, l'autorité législative et judiciaire, c'est parce que j'ai envie de me sentir en sécurité. J'ai pas envie de me faire braquer quand je sors du carrefour et de me faire voler mes courses et mon portefeuille. Je vais donc passer un contrat. Je vais accepter de suivre les lois, les règles et de ne pas braquer les autres quand ils sortent du carrefour. Et comme tout le monde va passer ce contrat-là avec l'État, avec l'autorité, tout le monde va être en sécurité. Mon voisin ne va pas braquer les gens qui sortent du carrefour, je ne vais donc pas me faire braquer, et moi je ne vais pas braquer les gens qui sortent du carrefour, et mon voisin ne va donc pas se faire braquer non plus. Et à la maison, c'est exactement la même chose. Si les enfants veulent de l'autorité, s'ils ont besoin d'autorité, c'est d'abord pour se sentir en sécurité. Moi, à la maison, je n'ai pas envie de me faire taper par mon frère. C'est pour ça que je vais respecter les règles parentales qui disent qu'on ne tape pas, et que je ne vais pas taper mon frère. Et comme mon frère va passer le même contrat avec mes parents, il va respecter la règle qui dit qu'on n'a pas le droit de taper, je ne me ferai pas taper non plus. Et mon frère et moi pourrons grandir dans un cadre dans lequel on se sent en sécurité grâce aux règles qui auront été édictées par nos parents et à leur autorité parentale. Alors bien entendu, dans les exemples que je vous donne, je parle plutôt de sécurité physique. On parle de ne pas se faire braquer, de ne pas se faire taper, mais l'autorité, elle permet de se sentir en sécurité de manière plus large. Ça inclut la sécurité physique, mais aussi la sécurité psychologique. L'autorité permet de garantir qu'on ne va pas se faire insulter, dénigrer. Ça inclut la sécurité au sens très large des biens aussi. On ne va pas dessiner sur les murs, on ne va pas dégrader la maison. L'idée, c'est vraiment de penser l'autorité comme le garant d'un cadre dans lequel on va pouvoir s'épanouir de manière agréable et sécurisée. Et penser l'autorité comme ça permet de lui redonner toute sa légitimité.
Il y a quelque temps, on a entendu des discours sur l'éducation bienveillante qui pouvaient faire penser que l'autorité était mauvaise, qu'elle venait nuire aux enfants. Or, ce n'est pas du tout le cas. Si on prend conscience que l'autorité est là pour garantir un cadre de sécurité, ça montre à quel point on en a besoin de cette autorité, à quel point les enfants en ont besoin. Ça n'est donc pas quelque chose de mal, de mauvais qu'il faudrait supprimer. Au contraire, c'est important qu'elle soit là, cette autorité, pour garantir cette sécurité-là. Il n'y a donc aucune question à se poser sur le fait qu'il faille avoir de l'autorité ou pas. Oui, c'est important d'avoir de l'autorité quand on est parent parce que nos enfants souhaitent pouvoir se sentir en sécurité, exactement comme nous adultes, on veut aussi pouvoir se sentir en sécurité dès qu'on sort de chez nous grâce à l'autorité qui va être mise en place et qui va être garantie. Alors maintenant qu'on a vu que c'était important d'avoir de l'autorité, que c'était nécessaire, que les enfants le demandaient, le réclamaient pour se sentir en sécurité, vous allez me dire ok, très bien, mais très concrètement, comment est-ce que je fais? Alors ce qui va être important, c'est d'une part de mettre en place un cadre d'autorité et ensuite de faire vivre ce cadre au quotidien. Alors pour mettre en place le cadre d'autorité, il va falloir déjà définir quels sont les grands principes, les grandes règles qu'il va falloir respecter à la maison. C'est pas la peine d'en définir 50, un ou deux principes qui sont bien réfléchis et bien pensés vont suffire. Par exemple, à la maison, on respecte les personnes et les biens. Ça embarque plein de choses, on ne tape pas, on ne crie pas, on n'insulte pas, on ne dessine pas sur les murs, on ne détériore pas ses jouets, etc. C'est assez large pour venir emmener plein de règles derrière. Et ensuite, une fois qu'on a défini ces grands principes-là, on va aller les expliquer aux enfants, puisque c'est plus simple pour les enfants de respecter des règles qu'on leur a expliquées au préalable, plutôt que d'attendre qu'ils aient fait une bêtise en leur disant « Ah, au fait, je te l'ai pas dit, mais il y avait telle règle à respecter à la maison ». Donc on va prendre le temps d'expliquer ces grands principes aux enfants. Quand ils sont jeunes, ils comprennent assez jeunes ce genre de choses, et on va même pouvoir les afficher à la maison. On prend une feuille A3, on écrit les grands principes, et ensuite, quand son enfant fait une entorse à la règle, parce que ça va arriver, on va pas se mentir, on retourne devant la feuille et on lui dit « Regarde, il y avait ce principe-là qui était affiché à la maison et tu ne l'as pas respecté. » Si vous voulez aller plus loin sur la manière dont on peut construire un cadre et dont on peut le communiquer aux enfants, j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ce sujet-là, qui s'appelle « Comment construire un cadre ?» et je vous mets le lien, vous pourrez le consulter, vous pourrez avoir plus de détails sur la manière de faire. Une fois que vous avez posé le cadre, que vous l'avez expliqué à vos enfants, vous allez le faire vivre au quotidien. Et pour ça, il va falloir être assez ferme dans son application. C'est pas le moment de se demander « Tiens, est-ce que je suis bienveillant? Est-ce que je suis exigeant ?» Quand il s'agit de respecter le cadre d'autorité de la maison, là, on est ferme et on est exigeant. Et notamment quand l'enfant ne respecte pas ce cadre-là, c'est le moment de venir lui rappeler fermement qu'il n'a pas le choix et qu'il doit respecter le cadre d'autorité de la maison. Et donc, c'est important de lui rappeler et c'est important d'être régulier dans la manière d'appliquer le cadre. Si un jour, on est hyper sévère et qu'on lui dit « t'as pas respecté telle règle », t'es puni super sévèrement et que le lendemain, au contraire, on laisse passer, l'enfant, il va plus rien comprendre et ça va nous décrédibiliser. De même, c'est important d'être régulier dans l'application des règles entre les deux parents. S'il y a un parent qui respecte le cadre, qui fait respecter le cadre de manière très stricte et que l'autre est beaucoup plus permissif, l'enfant, encore une fois, ne va rien comprendre et ça va décrédibiliser le cadre d'autorité de la maison. Donc, on fait respecter le cadre, on est ferme quand il s'agit de faire respecter les règles qui concernent ce cadre-là et notamment les règles de sécurité. Encore une fois, c'est pour le bien de l'enfant, c'est pour lui et c'est important pour lui, ça va le rassurer. Et on est régulier dans l'application, que ce soit dans l'application dans le temps ou entre les deux parents. Par ailleurs, il va falloir aussi être très clair sur la manière de nous exprimer. Si par exemple, ma fille est en train de monter à une échelle et que je lui dis « tu vas tomber », est-ce que je lui interdis de monter à l'échelle ou est-ce que je lui autorise, mais je la préviens juste qu'elle risque de tomber et de se faire mal? C'est pas très clair. Donc là, il va falloir être au contraire très clair dans la manière de dire les choses. S'il y a des choses qui sont interdites, on va le dire comme tel. C'est interdit de monter à l'échelle car tu risques de te blesser. Mais pas juste « tu vas tomber ». Et là, on ne sait pas bien, l'enfant ne sait pas bien comment est-ce qu'il doit réagir. Donc on doit être extrêmement clair dans la manière de formuler les règles et dans la manière de formuler ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Troisième chose qui est importante dans l'application du cadre, c'est de s'engager en tant que parent, de s'engager physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pas du tout qu'il faut taper ou crier, c'est pas du tout mon idée, mais plutôt qu'il va falloir agir. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Il y a un enfant qui est en train de jouer avec un couteau. Option A, le parent est assis sur le canapé, il ne bouge pas, il dit simplement à son enfant « tu vas te faire mal ».
L'enfant, encore une fois, ne sait pas. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que ça n'est pas interdit? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un risque? De toute façon, son parent ne réagit pas trop. Finalement, il continue à jouer avec son couteau. Option B, l'enfant est en train de jouer avec le couteau. Le parent se lève, prend le couteau en regardant l'enfant, range le couteau dans un endroit qui est inaccessible à l'enfant, regarde l'enfant droit dans les yeux et lui dit « C'est interdit de jouer avec les couteaux, c'est dangereux, tu risques de te blesser ». On voit que là, c'est pas du tout la même chose. Le parent s'est levé, il a agi, il a pris le couteau, il l'a mis à distance, il a rappelé la règle à l'enfant. Et dans ce cas-là, c'est sûr que l'enfant va arrêter de jouer avec le couteau. Alors que dans le premier cas, l'enfant, il peut continuer à le faire tourner, à jouer un peu avec, à tester un peu les limites. Dans le premier cas, les limites ne sont pas claires. Dans le deuxième cas, les limites sont très clairement rappelées et le parent s'est levé et a agi. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour faire respecter le cadre d'autorité, c'est d'agir, de s'engager en tant que parent pour rappeler quelles sont les règles et les faire respecter. Et si on va aller plus loin dans notre réflexion sur la manière de faire appliquer ce cadre d'autorité, on peut aussi réfléchir à la manière dont on formule les choses. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient de l'éducation positive. Je disais tout à l'heure, dans l'éducation positive, il y a de l'autorité. C'est hors de question de dire que l'éducation positive refuse l'autorité, c'est pas du tout le cas. Il y a bien une autorité, elle doit bien être ferme. Ce qui va changer, par contre, c'est la manière de formuler les choses, la manière de les dire. Dans l'éducation positive, on va plutôt favoriser une formulation, une phrase qui est affirmative, plutôt que de dire des phrases qui sont négatives. Tout simplement parce que l'enfant les comprend mieux, son cerveau les comprend mieux. Par exemple, si je vous dis « ne pensez pas à une grenouille », la première chose qui vous vient en tête, c'est une grenouille. Et bien pour les enfants, c'est pareil. Si on dit « ne fais pas ça », en fait, il ne va pas forcément bien comprendre l'information. Donc, il vaut mieux formuler sa phrase de manière affirmative. Par exemple, au lieu de dire « ne touche pas la porte du four », on va dire « éloigne ta main de la porte du four ». Le message est exactement le même, il y a la même fermeté, il va y avoir le même engagement du parent. On va se lever, on va aller voir l'enfant, on va l'éloigner du four, on va potentiellement aller lui proposer d'aller jouer dans le salon à la place, comme ça on va détourner son attention et on aura fait passer le même message avec la même fermeté. Simplement, on aura formulé notre phrase autrement de manière à ce que l'enfant la comprenne mieux. En synthèse, c'est extrêmement important de mettre en place un cadre d'autorité et d'avoir de l'autorité quand on est parent puisque ça permet de garantir à son enfant ce sentiment de sécurité. Sentiment de sécurité qui est extrêmement important, ça fait partie des premiers étages de la pyramide de Maslow. On a tous besoin de sentir qu'on peut grandir et vivre dans un cadre de sécurité, sinon c'est horrible, on est terrorisé en permanence. C'est donc essentiel pour les parents de poser cette autorité-là et de construire le cadre. Et ensuite de le faire vivre au quotidien. Et pour le faire vivre au quotidien, ce qui va être déterminant, c'est l'engagement que vont mettre les parents, c'est le fait d'agir, c'est vraiment se lever, aller ranger ce qui est dangereux, aller enlever des mains de l'enfant le vase qui risque d'être cassé, de détourner son attention en lui proposant de faire autre chose. C'est ça qui va faire la différence, plutôt que de rester assis sur le canapé en disant « tu risques de te blesser ou tu risques de casser le vase ». Ça ne va pas fonctionner. Il faut y aller, il faut donner un peu de sa personne pour faire respecter ce cadre d'autorité. Encore une fois, je ne parle absolument pas de crier, de taper, c'est loin, loin, loin de ce qu'il faut faire, mais plutôt de se lever et de dire à son enfant « on ne touche pas le couteau, c'est interdit » et de mettre le couteau à distance de l'enfant. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle les hommes acceptent l'autorité, c'est parce qu'elle leur donne accès à la liberté. Alors ça peut paraître contradictoire, on peut se dire bah non, là où il y a de l'autorité, j'aurai moins de liberté, et au contraire, s'il y a moins d'autorité, j'aurai plus de liberté. Et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, l'autorité garantit la liberté. Pour illustrer cette idée, je vais revenir à ma comparaison avec les différents types d'États. Donc imaginez que vous êtes dans un État autocratique, extrêmement autoritaire, qui correspond plutôt à la première définition de l'autorité, celle de la soumission en fait, celle qui impose sa volonté à autrui. Dans ce type d'état-là, vous n'allez pas pouvoir critiquer l'État, bien entendu. La presse va être censurée, vous ne pourrez pas vous habiller comme vous voudrez, vous ne pourrez pas faire ce que vous voudrez, vous n'aurez peut-être pas le droit d'aller au restaurant si vous êtes une femme par exemple, ou vous ne pourrez pas avoir la religion que vous souhaitez avoir. Donc on voit que quand il y a une autorité qui est extrêmement forte, qui n'est plus de l'autorité mais qui est de la soumission, il y a une perte de liberté. Alors qu'au contraire, si on prend un État qui est plus démocratique, dans lequel il y a une autorité qui est mesurée, qui correspond plutôt à la deuxième définition, celle où il y a une proposition d'influence qui est acceptée par l'autre, là on va avoir une vraie liberté.
On va avoir le droit de choisir sa religion, on va avoir le droit de choisir ce qu'on fait, la manière dont on vit, on va avoir le droit de choisir la manière dont on s'habille, on va pouvoir critiquer, contester l'État, si ça reste dans un cadre respectueux bien entendu, on va pouvoir donner et exposer son avis et la presse va être beaucoup plus libre. Donc on voit que finalement une autorité qui est mesurée, dans laquelle il y a des contre-pouvoirs qui permettent de s'assurer qu'à un moment donné, on ne vire pas vers un État complètement autoritaire et autocratique, mais dans un État démocratique, il y a une garantie des libertés. Donc l'autorité est garante de la liberté et l'autorité donne accès à la liberté. Et à la maison, c'est exactement la même chose. C'est parce que les parents vont avoir de l'autorité, qu'ils vont poser un cadre d'autorité au sein du foyer, que les enfants vont pouvoir être libres et grandir avec cette liberté-là, la liberté d'être eux-mêmes notamment. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement être libre pour un enfant? Mais ça veut dire pouvoir développer sa personnalité telle qu'elle est, sans qu'on vienne nous coller des étiquettes en disant « oh il est timide, oh il est colérique ». Ça veut dire pouvoir être soi-même et avoir le droit de développer sa propre personnalité. Ça veut aussi dire avoir le droit d'apprendre, de se tromper, d'essayer, de recommencer, sans se faire gronder. Ça veut dire avoir le droit d'avoir ses propres goûts, de pouvoir dire j'aime ou je n'aime pas sans se faire disputer ou sans qu'on nous impose certains choix ou certains goûts. Ça veut aussi dire avoir le droit de développer ses propres convictions politiques ou religieuses, de pouvoir développer son esprit critique sans être obligé qu'on nous impose une manière de penser. Et ça veut aussi dire avoir le droit de choisir ou de ne pas choisir son orientation sexuelle sans avoir peur de se faire rejeter ou stigmatiser au sein de la famille. Être libre pour un enfant, ça veut dire tout simplement avoir le droit d'être soi-même. Alors maintenant qu'on a vu que l'autorité permettait de développer un cadre de liberté et donner la possibilité d'être libre, vous allez me dire encore une fois, oui mais très concrètement, comment est-ce que je fais à la maison ? Là, ce qui va être important, c'est de faire évoluer sa manière de voir l'autorité. Souvent, quand on pense à l'autorité, on pense interdiction. On se dit, avoir de l'autorité, c'est interdire des choses. C'est vrai, mais ce n'est pas la seule manière de faire vivre l'autorité, puisque l'autorité, c'est tout autant interdire qu'autoriser. Et là où on va donner un espace de liberté, c'est dans tout ce qu'on va autoriser nos enfants. On va les autoriser à être eux-mêmes, on va les autoriser à développer leur propre personnalité et on va les autoriser à donner leur avis. Et c'est dans toutes ces autorisations-là qu'on va développer leur espace de liberté. Et pour ça, on peut s'inspirer des pays nordiques, puisque dans la culture nordique, les enfants sont vraiment considérés comme des individus à part entière qui ont leur propre personnalité. Et ce qui est extrêmement important, c'est de venir justement développer la personnalité des enfants. De ne pas essayer de les faire rentrer dans un moule, d'essayer de les convaincre de penser de telle ou telle façon, mais plutôt de venir accompagner le développement de leur personnalité. Et pour ça, on demande énormément leur avis aux enfants dans ces pays nordiques. Les écoles, par exemple, font des questionnaires à destination des enfants. Alors, il y a certains questionnaires qui sont envoyés aux parents et les parents sont invités à les remplir avec les enfants. Et il y a aussi des questionnaires qui sont envoyés directement aux enfants. Et on va par exemple leur demander, est-ce qu'à l'école, tu as l'impression d'être écouté ou entendu? Ou est-ce qu'il y a à l'école un endroit dans lequel tu ne te sens pas en sécurité? On en revient encore au sentiment de sécurité. Et c'est extrêmement important pour les écoles de venir interroger les élèves, de venir les questionner, puisque les services qui sont mis en place, ils sont faits pour eux, donc c'est eux les premiers bénéficiaires, et autant que ça soit le plus adapté possible à leurs besoins. Donc on va utiliser ces questionnaires ensuite pour voir s'il n'y a pas des choses à améliorer dans l'école, et si on ne peut pas faire évoluer le fonctionnement ou l'organisation de l'école. Et à la maison, on va faire la même chose, on va venir demander beaucoup plus régulièrement leur avis aux enfants. Alors, on leur demande leur avis et on en tient compte, sinon ça ne sert à rien, c'est complètement contre-productif. Si on demande leur avis et qu'en fait on s'en fiche complètement, on a l'effet inverse. Non, on leur demande leur avis beaucoup plus régulièrement et on tient compte de cet avis pour faire évoluer le fonctionnement de la maison, faire des choix sur l'endroit où on part en vacances, sur ce qu'on peut faire le week-end suivant, etc. L'idée, c'est vraiment de les intégrer davantage dans l'organisation de la maison pour mettre en place un fonctionnement qui va être beaucoup plus coopératif. Pourquoi? Parce que quand on a un fonctionnement coopératif, on est dans une relation bilatérale, un peu comme celle de l'autorité avec la définition philosophique, alors que, au contraire, si on est dans un fonctionnement où il y a des parents qui décident et qui imposent leurs décisions aux enfants, là, c'est plus du tout cette notion d'autorité bilatérale. Encore une fois, on est dans la soumission, il y en a un qui décide et qui impose ses volontés à l'autre, et c'est pas ce qu'on cherche. On va donc mettre en place ces outils pour avoir un fonctionnement plus coopératif et pour demander davantage
la vie des enfants dans le fonctionnement de la maison. Alors pour ça, vous allez pouvoir utiliser un certain nombre d'outils. J'en ai présenté beaucoup sur cette chaîne. Je vais vous remettre des liens et vous en parler assez rapidement. Et ensuite, vous pourrez aller plus loin si vous souhaitez les utiliser en famille. Le premier outil, c'est un outil qui permet d'intégrer les enfants dans tout ce qui concerne l'organisation des vacances. Ça s'appelle « Les vacances seront réussies si » et ça permet de discuter avec les enfants de l'endroit où on va partir en vacances, des activités qu'on peut faire pendant les vacances. Et ça permet de s'assurer que tout le monde sera content des vacances et donc que tout le monde va passer des bonnes vacances, enfants comme parents. Et donc on n'est plus dans une décision unilatérale où on a des parents qui disent on part à tel endroit, on a réservé la maison à telle date et c'est comme ça. Mais on est plutôt dans une construction collective des vacances. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir la vidéo. Le deuxième outil, c'est un outil qui s'appelle la rétrospective et lui qui va plutôt concerner le fonctionnement quotidien de la famille et qui permet d'améliorer le fonctionnement quotidien de la famille, un peu à l'image des questionnaires qui sont envoyés par les écoles aux enfants des pays nordiques. Et donc là, l'idée c'est pareil, c'est de venir recueillir le point de vue des enfants et de voir comment est-ce qu'ils peuvent donner leur avis et améliorer le fonctionnement de la famille. Je vous mets aussi le lien sur la rétrospective en famille. Si vous voulez l'utiliser, c'est vraiment très utile pour mettre en place ce fonctionnement coopératif au sein du foyer. On vient donc de voir quelles sont les deux grandes facettes de l'autorité. Une autorité qui permet d'avoir accès à la sécurité et une autorité qui permet d'avoir accès à la liberté. Et pour venir soutenir cette autorité, ça va être important de mettre en place des piliers. Il y a 3 grands piliers qui permettent de venir soutenir l'autorité. Et si ces piliers ne sont pas là, on va le voir, l'autorité va finir par s'écrouler. Ces 3 piliers, ce sont l'exemplarité, la respectabilité, la justice et la confiance. Alors on va commencer par parler de respectabilité. Si je demande à mon enfant de respecter mon autorité, il faut que moi aussi je sois respectable, c'est-à-dire que je sois digne du respect de mon enfant. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire qu'il faut que je sois exemplaire et que j'évite les comportements du type « fais ce que je dis mais pas ce que je fais ». Si par exemple il y a une règle à la maison qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser les téléphones à table pendant les repas, c'est tout à fait normal que je suive cette règle-là si je l'impose à mon enfant. Il y a donc vraiment une idée d'exemplarité. Et ensuite, il y a une idée de respect mutuel. Si je demande à mon enfant de me respecter et de respecter mon autorité, il faut aussi que je le respecte. Alors ça paraît assez évident quand on est parent. Par contre, quand on parle d'autorité du professeur, ça ne l'est pas forcément toujours. Il y a encore pas très longtemps, quand dans certaines écoles dans lesquelles il y avait une éducation très traditionnelle, certains professeurs pouvaient imaginer que les élèves leur devaient un respect absolu, mais que eux ne devaient pas forcément le même respect aux élèves. C'est très bien illustré dans un film qui a reçu la Palme d'Or à Cannes et qui s'appelle Entre les murs. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune professeur dans un collège de banlieue. Tout se passe très bien, le professeur a une autorité qui est assise, jusqu'à ce qu'à un moment, il ait un mot de trop vis-à-vis d'une élève, et là, son autorité va complètement déraper. Alors, c'est justifié ou pas, je vous laisse regarder le film, vous ferez votre avis. En tout cas, au moment où il y a un manque de respect du professeur vis-à-vis de l'élève, toute l'autorité, tout le cadre d'autorité qu'il a construit s'effondre d'un seul coup. C'est pour ça que c'est important, pour pouvoir avoir de l'autorité, la faire durer dans le temps, d'avoir de l'exemplarité et un respect mutuel pour ses enfants. Ensuite, la deuxième chose qui va être importante pour venir soutenir l'autorité, c'est l'idée de justice. On respecte l'autorité de quelqu'un quand on pense qu'elle est juste. Or, ça nous arrive tous, en tant que parents, à un moment donné, d'avoir des comportements un peu excessifs. Par exemple, on va crier sur notre enfant, non pas parce qu'il a fait une grosse bêtise, mais tout simplement parce que nous, on est énervé ou stressé. Et là, il va y avoir un sentiment d'injustice qui va se mettre en place. L'enfant va avoir l'impression qu'on lui a crié dessus et que c'était injuste, que ça n'était pas mérité. Ce qui va être extrêmement important à ce moment-là, c'est de remettre de la justice, de remettre l'église au milieu du village en venant s'excuser, par exemple, en expliquant à notre enfant que on a crié, on n'aurait pas dû le faire, on l'a fait parce qu'on était stressé par notre travail, ça ne devait pas justifier ces cris-là et on fera en sorte que ça ne se reproduise pas. L'idée, c'est de venir remettre de la justice là où à un moment il y a pu y avoir un glissement, parce que s'il y a un sentiment d'injustice qui se met en place, ça va venir saper notre autorité et ça va venir saper notre crédibilité, puisque l'enfant n'aura plus l'impression qu'on agit pour son bien, à son profit, mais au contraire qu'on agit pour nous, pour notre profit, parce qu'on se laisse aller, parce qu'on se permet de crier, parce qu'ensuite on ne s'excuse pas. Et on retourne dans la définition de l'autorité soumission,
et plus dans la définition de l'autorité comme proposition d'influence bilatérale. Et enfin, le troisième pilier qui permet vraiment de supporter l'autorité, c'est la confiance, qui repose d'ailleurs sur les deux autres. Si on est exemplaire et si on s'assure qu'il y a un sentiment de justice à la maison, alors il y aura la confiance des enfants. Parce qu'encore une fois, ils vont comprendre que l'autorité qu'on met en place, on la met pour leur bien, pour eux, à leur profit, et pas pour se servir nous-mêmes. Encore une fois, pour reprendre l'exemple des pays antidémocratiques, ces États qui mettent en place une autorité soumission, ils le font pour eux, hein, pour avoir de l'argent, du pouvoir, du pétrole, etc. Et c'est au détriment de la population. Et donc là, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de respect d'autorité parce qu'il n'y a plus de confiance. Alors qu'au contraire, si on est exemplaire, si on fait attention à être toujours juste ou juste au maximum, alors il va y avoir un sentiment de confiance et les enfants vont comprendre que l'autorité est bien mise en place pour eux, à leur profit, et ça c'est extrêmement important. On a donc explicité ce qu'était l'autorité, on a vu comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un cadre d'autorité, le construire avec nos enfants, et on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut réagir en tant que parents quand nos enfants transgressent le cadre d'autorité et quand ils ne respectent pas les règles. Puisque, encore une fois, ça va arriver, c'est sûr, donc il vaut mieux s'y préparer. Alors souvent, quand nos enfants font une bêtise et qu'ils ne respectent pas une règle, on a tendance à s'énerver et on va vouloir les punir en les privant de quelque chose. Par exemple, notre enfant a tapé son frère, on va le priver de ses cartes Pokémon ou on va le priver de télé. Sauf que cette manière de faire, elle ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce que la punition est complètement décorrélée de ce qui a été fait. Mon enfant a tapé son frère, il est privé de ses cartes Pokémon, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et en plus, on va souvent agir sur le coup de la colère et on va potentiellement mettre des punitions qui sont disproportionnées. Et tout ça va venir créer un sentiment d'injustice. Or, on le disait il y a quelques minutes, un des piliers de l'autorité, c'est la justice. Le problème, c'est que si on commence à priver notre enfant pour le punir, notre enfant, il ne va pas être content, il va développer un certain ressentiment. Il va potentiellement avoir envie de se venger. Et on va rentrer dans un cercle vicieux dans lequel il va continuer à outrepasser les règles, on va continuer à le punir en le privant de certaines choses et ça ne va jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on va rester sur des sentiments qui sont négatifs, des sentiments d'injustice et des envies de vengeance. Alors qu'au contraire, si notre enfant outrepasse une règle, qu'il sort du cadre d'autorité, il va falloir certes remettre ce cadre en place et finir sur une note positive. Si on finit avec un sentiment d'injustice et d'écrasement, on ne s'en sort jamais. Donc il va falloir finir sur un sentiment de justice et un sentiment positif. Et pour ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir son enfant, mais qu'il faut changer son type de punition. Plutôt que des privations, on va favoriser la réparation. Par exemple, si notre enfant a dessiné sur le mur, on va lui faire nettoyer le mur. S'il a tapé son frère, on va lui demander qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ta bêtise, et peut-être qu'il va proposer d'écrire une lettre d'excuse à son frère ou qu'il va aller lui-même s'excuser. Alors, il ne faut pas lui imposer, sinon ça ne marche pas, on est dans la soumission. Mais ça doit venir de lui, il doit trouver la manière dont il peut réparer sa bêtise. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand c'est l'enfant qui fait la démarche de réparer, il va sortir avec un sentiment positif. C'est arrivé par exemple à ma fille de déchirer le papier peint à la maison. Elle a donc été punie, non pas en étant privée, mais en devant prendre soin de la maison. Je lui ai dit, tu as abîmé la maison, tu vas donc devoir prendre soin de la maison. Alors elle ne pouvait pas recoller le papier peint, les bouts étaient trop petits, mais du coup on lui a demandé d'aller nettoyer les tiroirs dans la salle de bain. Dans cette idée vraiment de dire, tu as abîmé, tu vas réparer et tu vas prendre soin. Et donc elle a fait ça pendant 2 heures, je lui ai donné tout ce qu'il fallait, des chiffons, des produits, elle a vidé tous les tiroirs, elle les a nettoyés, elle a rangé tous les produits bien alignés, bien rangés, et à la fin elle était super fière. Elle est venue me voir en me disant « Regarde maman, c'est trop beau, j'ai trop bien nettoyé, c'est super propre et tout ». Et elle est sortie de là non pas avec un sentiment d'injustice, avec une envie de vengeance ou de revanche, mais au contraire, elle a trouvé que sa punition était justifiée, parce qu'elle était en lien avec la bêtise qu'elle avait faite, elle a détérioré donc elle va réparer, et en plus elle était hyper contente de ce qu'elle avait fait, super fière, et elle est sortie avec vraiment un sentiment positif de cette expérience-là. Et du coup elle n'a pas recommencé, parce qu'elle n'avait pas besoin de venir encore une fois se venger, de réparer l'injustice qu'elle aurait subie, au contraire, c'était juste, c'était proportionné, c'était réfléchi, et c'était en lien avec la bêtise qu'elle avait faite, et donc ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc, si votre enfant dépasse le cadre d'autorité que vous avez mis en place, s'il fait des bêtises,
L'idée, ça n'est pas de le punir en le privant de quelque chose, ça va créer un sentiment d'injustice, mais au contraire de lui demander de réparer sa faute, de chercher comment est-ce qu'il peut la réparer. Et là, on ne va pas avoir ce sentiment d'injustice, au contraire, ça va créer un sentiment de justice qui va être le support, le pilier au cadre d'autorité qu'on va pouvoir remettre en place. Si vous voulez aller plus loin sur la manière de punir votre enfant en réparant plutôt qu'en privant, j'ai aussi dédié une vidéo spécifiquement à ce sujet-là. Je vous mets le lien si vous voulez aller la regarder. En synthèse, l'objectif premier de l'éducation, c'est bien d'élever, de tirer vers le haut et certainement pas de soumettre, d'écraser. Et l'autorité, c'est un moyen au service de cette éducation-là qui élève les enfants. Ce qui veut dire que l'autorité, ça ne peut pas être une autorité qui soumet, qui impose la volonté. Au contraire, ça doit être une autorité qui se construit de manière bilatérale, une proposition d'influence à laquelle l'autre consent. Et pour ça, on va construire un cadre d'autorité parentale avec les enfants. Un cadre d'autorité qui permet de développer un sentiment de sécurité, mais aussi un sentiment de liberté, puisque l'autorité doit interdire autant qu'elle doit autoriser. Et on va faire bien attention à mettre en place les 3 piliers qui permettent de soutenir l'autorité, que sont la respectabilité, la justice et la confiance. Et enfin, si notre enfant ne respecte pas une règle ou qu'il fait une bêtise, on va faire attention au type de punition qu'on va pouvoir lui donner. On va éviter les punitions qui privent et qui créent un sentiment d'injustice et on va favoriser les punitions qui consistent à réparer et qui permettent de faire revenir l'enfant dans le cadre d'autorité sans créer ce sentiment d'injustice qui le ferait rentrer dans un cercle vicieux. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, je vous ai donné des liens vers différentes vidéos qui permettent d'enrichir tout ce qu'on s'est dit, d'aller creuser certains sujets. Et je vous mets notamment le lien vers la vidéo « Comment construire un cadre pour son enfant ». Elle est très complémentaire à cette vidéo sur l'autorité et elle pourra vous donner plein d'indications et plein d'idées, plein d'exemples et plein d'actions à mettre en œuvre pour continuer à construire ce cadre d'autorité avec vos enfants.